comprendre pourquoi j'appelle ça un échange. Parce que dans cette vidéo, nous avons prévu mettre du contenu et ce contenu pourrait susciter en chacun de vous, n'est-ce pas, le désir de réagir et de susciter aussi d'autres sujets pour essayer d'enrichir, n'est-ce pas, les uns les autres intellectuellement quant à la sphère de la crypto-monnaie. Alors ici, c'est César Mokouri, crypto-investisseur, crypto-chercheur, passionné du métier du numérique et des nouvelles technologies, notamment la blockchain. Alors, sans toutefois tarder, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me semble intéressant, qui me semble important. Mais avant d'entrer dans ce sujet-là, j'aimerais d'abord, pour un premier temps, vous parler de la crypto-monnaie de façon simple, de façon à ce que chacun soit capable de comprendre ce que c'est véritablement la crypto-monnaie. Alors, quand on parle de crypto-monnaie ici, on fait allusion à un moyen de paiement. Ça veut dire quoi concrètement, terre à terre, comme on dit au quartier? Ça veut dire que vous êtes capable de vous rendre dans une boutique, dans une boulangerie, dans un supermarché, utiliser votre crypto-monnaie pour pouvoir, n'est-ce pas, acquérir le bien en question. Ça veut dire que pour justement faire cette opération, j'ai besoin d'un ordinateur ou bien d'un téléphone smart. Ça veut dire que pour faire les opérations avec la crypto-monnaie, il faut que vous ayez en même temps une connexion, mais aussi un appareil capable de se connecter sur Internet. C'est ça justement aussi la différence fondamentale qu'il y a entre la crypto-monnaie et la monnaie fiduciaire. Parce que la monnaie fiduciaire n'a pas besoin de connexion Internet pour pouvoir acheter un bien dans une boulangerie ou bien dans un supermarché. La différence fondamentale qu'on peut ressortir pour que vous compreniez très bien ce que c'est que la crypto-monnaie, c'est que lorsqu'on parle de crypto-monnaie, on parle de quelque chose qui n'a pas de valeur matérielle, qui n'a d'existence que sur Internet, contrairement à la monnaie fiduciaire qui a une forme, qui a une existence matérielle, c'est-à-dire qu'on peut toucher, c'est palpable. Donc voilà un peu ce que vous pouvez comprendre comme différence, mais ça c'est au niveau de la forme. Maintenant, si on va au niveau du fond, on va dire que la monnaie numérique dépend d'un système entièrement décentralisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour faire les opérations d'achat, de vente, de transfert, de dépôt, de retrait, vous n'avez pas besoin d'une institution, vous n'avez pas besoin d'une banque, vous n'avez pas besoin d'un État, vous n'avez pas besoin d'un gouvernement. Alors qu'avec le système fiduciaire, vous avez besoin d'un État, vous avez besoin d'un gouvernement, vous avez besoin d'une banque pour pouvoir effectuer, n'est-ce pas, vos opérations de transfert, de dépôt, de retrait, de crédit, etc., etc. Or, avec la crypto-monnaie, ce n'est pas le cas. C'est un système entièrement décentralisé. Ça veut dire que si moi je veux vous faire un transfert d'argent, je vous fais ça directement de mon téléphone à votre téléphone ou de mon ordinateur à votre ordinateur sans tiers de confiance. Alors, la question qu'on va se poser, c'est donc comment ça se passe concrètement. Je ne vais pas entrer dans les aspects trop techniques pour ne pas essayer d'embêter ceux qui n'ont pas encore suffisamment de connaissances dessus. Mais je vais dire qu'il y a ce qu'on appelle la blockchain. La blockchain est une technologie qui est un peu comme un serveur, c'est-à-dire que où un ensemble d'opérations est effectué de façon décentralisée. Dans une banque, vous aurez généralement un serveur où les opérations sont enregistrées de façon linéaire, disons comme ça. Ça veut dire qu'une fois que vous faites une opération, c'est inscrit dans ce serveur-là. Alors qu'avec la crypto-monnaie, son système, ça veut dire que c'est un ensemble de serveurs repartis de par le réseau, de telle manière qu'une opération qui a été effectuée, par exemple, à Fondjomo-Quet, n'est-ce pas, la même opération sera, n'est-ce pas, lue à celui qui est, par exemple, à Lurunanga ou bien à Bafoussam. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que c'est un système entièrement décentralisé. Tout le monde a la possibilité de consulter les opérations qui sont effectuées de façon effectivement, comme je l'ai dit, décentralisée. C'est un système hyper sécurisé. Vous voyez aussi, c'est que en fait, depuis que la blockchain a été mise sur pied depuis 2008, n'a pas encore fait l'objet d'une attaque. Parce que lorsqu'on vous raconte un peu, lorsqu'on vous explique un peu de façon technique comment ça fonctionne, vous comprenez que actuellement, il n'y a pas encore eu un esprit humain capable, n'est-ce pas, de trouver une faille sur la blockchain. Donc, c'est véritablement un système qui fonctionne sous cette technologie, comme je l'ai dit, hyper décentralisée. Maintenant, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet qui fait justement l'objet, n'est-ce pas, de cet échange-ci, c'est parler des enjeux autour de la crypto-monnaie parce que je pense que pour comprendre là où on va véritablement, il est comprendre aussi de comprendre les enjeux qu'il y a derrière la crypto-monnaie. Alors, il faut comprendre qu'il y a plusieurs enjeux qu'on peut dégager, mais pour ne pas mettre assez de temps dans ce tutoriel pour que ça ne soit pas assez long, on va tout simplement essayer de dégager trois enjeux que nous pensons que c'est important
Il y a d'abord l'enjeu économique, ou alors économique et géomonétaire. On va parler de l'enjeu géodémographique, on va parler aussi de l'enjeu géopolitique. Lorsqu'on parle de l'enjeu géoéconomique et géomonétaire, ici on met ici en évidence la capacité à la crypto-monnaie d'apporter une solution aux problèmes économiques que rencontrent les États. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec la crypto-monnaie, on est capable de résorber le très grand chômage observé dans certains États, notamment en Afrique et bien dans d'autres pays comme exactement la France. Il faut comprendre qu'il y a aussi un taux de chômage extrêmement élevé en France. Peut-être les gens ne le savent pas. Or, aujourd'hui, les États sont capables de résorber, n'est-ce pas, ce chômage-là à partir, n'est-ce pas, des activités ou des opportunités que offre aujourd'hui la crypto-monnaie. Deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que les États aujourd'hui sont déjà capables de financer leur économie grâce aux revenus de la crypto-monnaie. C'est l'exemple, par exemple, du Salvador, qui aujourd'hui a adopté le Bitcoin comme monnaie ayant cours légal sur son territoire. Et aujourd'hui, on s'est donc rendu compte que les gains, disons comme ça, pour qu'on se comprenne plus facilement, générés par la crypto-monnaie Bitcoin, a été aujourd'hui investi, n'est-ce pas, dans la construction, n'est-ce pas, des écoles, d'autres institutions. Donc, on comprend véritablement qu'aujourd'hui, avec des revenus générés par la crypto-monnaie, on est capable de financer notre économie, ne plus dépendre, n'est-ce pas, des organismes tels que la Banque mondiale et le FMI et bien d'autres. Alors, ça c'est l'enjeu économique et voire même monétaire, parce qu'aujourd'hui on se rend compte aussi que certains États, et comme je le disais dans l'une de mes vidéos qui est actuellement sur notre chaîne, qu'aujourd'hui certains États dépendent entièrement des États dits États puissants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le franc CFA ne dépend pas aujourd'hui des pays qui l'utilisent, mais dépend plutôt des pays qui les produisent. Aujourd'hui, c'est la France qui détient le franc CFA. Le franc CFA n'appartient véritablement pas aux Africains ou alors à ceux qui l'utilisent, un peu comme le Cameroun, le Tchad, qui utilisent aujourd'hui encore le franc CFA, qui n'est pas une monnaie tchadienne, qui n'est pas une monnaie camerounaise, ou alors qui n'est pas une monnaie ivoirienne ou gabonaise. Bref, on comprend véritablement que même derrière là, les pays aujourd'hui peuvent trouver leur souveraineté, peuvent avoir leur souveraineté monétaire à partir, n'est-ce pas, de la crypto-monnaie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un État peut se lever et mettre en place la crypto-monnaie. Autre chose, c'est que nous pouvons évoquer ici l'aspect ou alors l'enjeu démographique en parlant un peu de la Chine. Parlant de la Chine aujourd'hui, vous comprenez que la Chine aujourd'hui sont presque 1,5 milliard, si je ne me trompe pas par là, environ, peut-être plus ou moins. Mais on se rend compte que le véritable challenge souvent des États, des gouvernements, c'est la capacité à maîtriser les flux financiers qui sont effectués dans leur territoire. Aujourd'hui, la Chine a des difficultés à contrôler véritablement sa population. Et aujourd'hui, on peut donc comprendre pourquoi aujourd'hui la Chine souscrit, n'est-ce pas, à la crypto-monnaie. Souscrit à la crypto-monnaie. C'est vrai qu'il y a l'autre enjeu que je vais expliquer plus tard, mais comprenez que aujourd'hui la Chine a ce souci, n'est-ce pas, de contrôler toutes les transactions financières qui sont utilisées ou alors qui sont effectuées sur son territoire. Maintenant, on va un peu essayer rapidement d'aller avec l'enjeu géopolitique qui est justement là où ça m'intéresse le plus, que je pense que c'est plus important aussi, parlant de l'enjeu géopolitique. Aujourd'hui, il faut que j'essaie de faire ça rapide pour que vous compreniez de quoi il s'agit. On va prendre par exemple la Chine, on va prendre les États-Unis, on va prendre la Russie. Ces trois États aujourd'hui sont les États qui aujourd'hui font bouger véritablement la politique mondiale. C'est eux qui font bouger véritablement le monde aujourd'hui. Lorsqu'on parle de la Chine, lorsqu'on parle des États-Unis, lorsqu'on parle de la Russie, on voit là trois blocs véritablement qui influencent aujourd'hui les dynamiques économiques, les dynamiques monétaires, les dynamiques socio-politiques, etc. Tout ce que vous pouvez imaginer. Alors, allons dans le fond. Aujourd'hui, la Chine aujourd'hui veut veut quitter de cette hégémonie occidentale, parce que quand je parle de l'Occident, si je fais allusion aux États-Unis, qui aujourd'hui, avec leur dollar, arrivent à maintenir, n'est-ce pas, leur hégémonie sur d'autres États. La Chine est en train de dire, moi, je ne veux plus, ou alors nous ne voulons plus, n'est-ce pas, de cette, entre guillemets, de cette dictature monétaire, c'est-à-dire que ça a été dit ou qu'il faut que le dollar soit la monnaie utilisée comme ayant de la valeur dans les échanges économiques. Bref, aujourd'hui, la Chine se lance donc dans la crypto-monnaie pour justement faire face, n'est-ce pas, au dollar. Très bien. Et aujourd'hui, on voit que justement, la Chine, si aujourd'hui la Chine est positionnée comme première puissance économique, véritablement avec son entrée, avec le yuan, on comprend véritablement que l'économie de la Chine sera encore multipliée par beaucoup de pourcents.
beaucoup de pourcents, je ne suis pas économiste, mais de beaucoup de pourcents, et justement va donc prendre dans le leadership du monde en termes économiques. Maintenant, en parlant des États-Unis aujourd'hui, bien évidemment, vous comprenez que les États-Unis ne veulent pas se laisser faire. Donc, du coup, ils sont devenus un peu plus rudes, n'est-ce pas, quant à leur position sur, sur la crypto-monnaie ou alors les actifs numériques. Aujourd'hui, les États-Unis sont entrés véritablement, comment je vais appeler ça? En fait, ils sont entrés comme des personnes qui ne veulent même pas entendre parler de la crypto-monnaie parce qu'aujourd'hui, ça veut dire que justement, leur hégémonie est menacée, leur domination est menacée. Et du coup, les États-Unis disent, oui, mais attends, si on remet donc le pouvoir au peuple, le peuple aujourd'hui a une certaine influence monétaire, une certaine liberté monétaire, ça veut dire que le pouvoir est justement menacé. Alors maintenant, on va donc finir par la grande Russie, ce pays que j'aime tant, que j'aime bien, et que j'aime aussi bien son président, qui, on a observé en août, je crois en août 2020, si je ne me trompe pas, août ou septembre 2020, où il est sorti, il a formellement interdit, il a signé un projet de loi où il disait, dans ce projet de loi, on disait que, en fait, on ne voulait pas, dans le territoire russe, accepter les paiements des biens et services via la crypto-monnaie. Quelques jours plus tard, après, ils ont encore fait une autre sortie où ils disent qu'en fait, ils ne veulent même pas entendre parler de la crypto-monnaie sur leur territoire. On a compris qu'il y a des positions qui ont été prises de par l'État, je préfère parler de l'État, pas de l'individu, l'État russe, concernant la crypto-monnaie. C'est vrai que lorsque j'ai observé cette sortie, ça m'a un peu embarrassé de savoir que comment un État qui, pour moi, a un destin commun avec l'Afrique, pourquoi est-ce qu'ils peuvent s'insurger? Parce qu'il faut dire, c'est vrai, je vais peut-être surprendre certaines personnes, l'État russe n'est pas... c'est vrai que tous les États sont capitalistes, mais l'État russe n'est pas aussi capitaliste que l'État américain. Donc comprenez que les Russes ne sont pas trop inscrits dans le sens de cette dictature-là, cette soumission-là. Donc du coup, on se rend donc compte que en fait les États, la Russie commence véritablement à interdire ci par-là, etc., etc., etc. Et jusqu'en janvier même, je crois janvier 2022, pas je crois, en janvier 2022, vers je crois le 20 ou le 20 ou 21, la Russie donc a fait une sortie, c'est-à-dire la banque centrale de la Russie a fait donc une sortie où l'espèce a dit elle ne veut même plus entendre parler de la crypto-monnaie sur le territoire russe et le minage des crypto-monnaies sur son territoire. Là, je vous parle de quelque chose qui s'est passé il y a de cela 4 ou 5 jours. Alors ça, c'est la banque centrale de Russie qui dit ça. Alors, Poutine, hier, c'est-à-dire hier, là nous sommes le 27, le 26, le 26 ou le 25, Poutine fait une sortie où il dit non, il pense qu'il y a de quoi s'y faire avec la crypto-monnaie. Il pense d'ailleurs que on peut désormais produire, on peut désormais faire du minage du Bitcoin sur son territoire. Parce qu'il dit, en fait, je vais paraphraser, hein, en fait, il y a un surplus d'énergie. Parce qu'il faut comprendre que pour faire fonctionner les machines de minage, on a besoin des grosses machines qui consomment suffisamment d'énergie électrique. Alors, Poutine dit, j'ai assez d'énergie électrique, alors pourquoi pas mettre en place donc, les conditions pour que le minage du Bitcoin commence à se faire dans la crypto-monnaie. Donc on comprend que cette sortie vient encore reconforter le fait que c'est véritablement vers la crypto-monnaie que nous sommes en train d'aller. Et lorsqu'un président aussi influent qui aujourd'hui est en train de plus en plus de conquérir le monde, et lorsqu'un président comme Poutine fait une telle sortie sur la crypto-monnaie où, malgré les recommandations qu'a donné sa banque centrale, il est sorti en disant qu'il pense véritablement qu'il y a de quoi s'y faire en faisant du minage du Bitcoin sur son territoire parce qu'il juge qu'il y a des personnes suffisamment qualifiées pour faire du minage. Donc on comprend véritablement que si aujourd'hui Poutine s'intéresse au minage, ça veut dire qu'il va se positionner comme troisième État à avoir une puissance de minage sur son territoire. Parce que lorsqu'on parle par exemple du Kazakhstan, on va parler des États-Unis qui font aussi du minage. Et aujourd'hui, la Russie veut entrer dans la marche. Maintenant, la Russie entre dans la marche, pourquoi? Parce qu'elle comprend que, ok, ils sont dans une bataille géopolitique et du coup, la Chine, ayant chassé tous les mineurs, c'est-à-dire ayant interdit le minage du Bitcoin sur son territoire, parce qu'il veut faire prévaloir sa crypto-monnaie à elle, c'est-à-dire le yuan, dit donc qu'elle ne veut plus donc des monnaies. Qu'est-ce qu'elle fait donc? Elle se débarrasse donc des crypto-monnaies publiques.
Ce qui fait donc que Poutine, connaissant donc qu'il y a cette guerre-là entre eux, alors qu'est-ce qu'il fait? Il va donc dire, ok, comme la Chine, qui avait cette primauté, qui avait cet avantage de faire du minage, ne fait plus, alors moi, la Russie, désormais, je vais faire du minage du Bitcoin. Alors, comprenez tout simplement que avec cette logique-là, c'est bien parti parce que dans ce contexte-ci, là, cette bataille-là nous arrange. Pourquoi? Parce que lorsque Poutine prend une position comme il l'a prise là, où il dit carrément que désormais, il a besoin que le Bitcoin se fasse, que le minage du Bitcoin se fasse sur son territoire, alors ça veut dire véritablement qu'il y a de quoi s'y intéresser, il y a de quoi comprendre que véritablement on est en train d'aller vers là. Maintenant, avant de clôturer, parce que finalement, est-ce qu'il faut vraiment dire que Poutine est véritablement d'accord avec la crypto-monnaie sur son territoire? Peut-être que ça sera trop prématuré de dire oui, parce qu'il n'a pas encore dit officiellement. Parce qu'il faut qu'on se comprenne. Poutine est en train de valider le fait que l'on doit faire du minage du Bitcoin sur son territoire. Parce qu'il juge que le surplus d'énergie ne sert à rien. Donc, il vaut mieux capitaliser cela en faisant du minage du Bitcoin. Maintenant, est-ce que Poutine est pour donc l'utilisation de la crypto-monnaie sur son territoire? Je ne vais pas dire oui, je vous laisse la réponse. Est-ce qu'il véritablement il est pour? On va voir. Mais déjà, il faut dire que c'est bien parti. Toutes ces batailles qui sont effectuées, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan démographique, que ce soit sur le plan politique, lorsqu'on a déjà les différents acteurs qui se positionnent, qui prennent déjà parti, on comprend véritablement que c'est vers là où on va. Pour finir, on a pris peut-être maximum pour 2 minutes. Pour finir, je vais tout simplement dire que il faut comprendre qu'il y a une bataille aujourd'hui qui se passe. Il y a 2 choses qu'il faut que je relève. La première, c'est qu'il y a les régulateurs qui vont entrer en force dans la crypto-monnaie. Et du coup, ils vont essayer d'être plus durs parce qu'ils sentent que, en fait, les impôts ne seront plus payés comme, en fait, quand on est dans le système normal. En fait, ils sentent qu'ils n'ont plus de mangeoire avec la crypto-monnaie. Parce que la crypto-monnaie, on n'a plus de mangeoire. Donc, la régulation va entrer vraiment en force pour pouvoir, n'est-ce pas, aussi grignoter quelque chose derrière la crypto-monnaie. Deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, les mondialistes ne vont pas accepter que la crypto-monnaie prospère. Ça, c'est mon avis. Ils ne vont pas accepter que la crypto-monnaie prospère. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la crypto-monnaie est l'argent du peuple. Or, les mondialistes, pour être mondialistes, pour être au-dessus du peuple, ils ont besoin, n'est-ce pas, de promouvoir le système centralisé. Tout simplement. Donc, dans cette vidéo, ce que j'essaye, je vais essayer de résumer ça pour comprendre, pour que finalement, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette vidéo? C'est de comprendre que lorsqu'on parle de la crypto-monnaie, on parle d'une monnaie numérique virtuelle qui permet de faire des opérations de façon décentralisée, sans tiers de confiance. Et autour de la crypto-monnaie, on a vu qu'il y avait plusieurs enjeux et on a mis ici en évidence 3 enjeux, l'enjeu économique et géomonétaire. On a mis ici l'enjeu démographique, parlant de la Chine, prenons le cas de la Chine. Et on a pris l'enjeu géopolitique qui se passe aujourd'hui entre les États-Unis, la Chine et la Russie. Et on a vu que ici, Poutine a déjà pris une position favorable quant au minage du Bitcoin sur son territoire. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il a évoqué quelques réserves en disant que la difficulté aujourd'hui avec les crypto-monnaies, c'est qu'il y a certaines crypto-monnaies qui restent encore volatiles, ce qui fait que ça ne garantit pas, n'est-ce pas, les revenus des épargnants ou alors de ceux qui s'y lancent, mais qu'il y a véritablement de quoi aller prendre un peu dans ce domaine-là. Donc, véritablement, c'est pour vous dire que vous avez intérêt à vous y intéresser, vous avez intérêt à foncer parce que véritablement, si un président comme Poutine fait déjà une telle sortie, accepte déjà le minage du Bitcoin sur son territoire, ça veut dire que dans les jours à venir, je ne serai pas surpris qu'ils disent oui quant aux opérations, quant à la légalisation effective de cette crypto-monnaie sur son territoire. Donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère que tu as aimé. Dans cette vidéo, j'attends beaucoup de commentaires, j'attends des propositions, j'attends aussi vos avis pour aussi de m'enrichir. Parce que je vous souhaite bon vent à vous et surtout lancez-vous, faites vos propres recherches.